En fait, c'est que je savais pas que c'était complexe. Sinon, je l'aurais pas fait. Moi, je me suis dit, tiens, la bouffe, c'est simple. Je fais ça tu vois, je fais ça le soir, le midi. Tu prends une casserole, bam bam, c'est bon. Livraison, il suffit de faire du vélo. Allez, roule ma poule, tu vois. Et c'est après avoir lancé Nestor que je me suis rendu compte que j'avais effectivement rajouté les deux métiers avec le plus d'emmerde possible, quoi. Donc, si je l'avais su avant, est-ce que je l'aurais fait? J'en sais rien. Mais je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir trop réfléchi. En fait, sinon, je pense que j'aurais jamais lancé ma boîte, tu vois. Lorsque j'ai réfléchi à une image, je me suis dit, mais plus jamais, je ne ferai de la cuisine. Bon, ça tombe bien, un image, c'était pas de la cuisine. Mais plus jamais, je ne souhaite tout internaliser. C'est beau sur le papier, c'est une connerie dans la réalité. Parce que t'es juste pas focus. Et en fait, soit t'es bon en cuisine, soit t'es bon en livraison. Deuxième gros learning, fais un business qui gagne du fric. Tu vois, c'est la food delivery. La réalité, c'est que le modèle, c'était un modèle qui était compliqué. Et dès que tu commençais à rajouter des coûts marketing, c'était un modèle qui ne tenait pas la route. Tu peux avoir un impact positif dans la vie des gens sans pour autant, tu vois, être dans la green tech. Et là aussi, tu vois, c'est aujourd'hui ce qui m'excite. C'est de me dire que ce que je fais, ce que je suis en train de bâtir, ce qu'on essaye de construire, ça a un impact sur des millions de personnes. Ça demande énormément de responsabilité, parce que ça veut dire que les contenus qu'on produit doivent être, tu vois, de bonne facture. Mais ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir à la fin mes enfants dire ah papa, j'ai adoré ce dessin animé de Pocoyo, ou est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, tu vois. C'est de voir les gens, tu vois, de même que pour Nestor, il y avait rien qui me rendait plus heureux que de voir les clients, tu vois, m'envoyer des messages, les voir en vrai, et de me dire que, en fait, avec un repas, tu leur avais fait leur journée. Et vraiment, tu leur avais donné un smile dans leur journée. C'est important, tu vois. Et il n'y a pas de, tu vois, et t'es pas obligé de faire quelque chose d'énorme pour avoir un gros impact dans la vie des gens. Et le point commun, tu vois, entre Nestor et Animage, c'est ça, c'est que c'est à chaque fois deux boîtes qui sont ancrées dans le quotidien des gens. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie et aujourd'hui en compagnie de Paul, nous recevons un serial entrepreneur, Six de Vauplan. Hello Paul, hello Six. Hello à tous les deux. Salut. Bienvenue. Chaque épisode de ce podcast a pour but de faire découvrir à vous les auditeurs le parcours de celui qui est invité à notre micro. Donc Six, tu es entrepreneur, tu as monté Nestor en 2015 qui a été revendu au groupe Elior en 2021. Au-delà d'être entrepreneur, tu es également papa. Et je dis ça car c'est l'une, si ce n'est la raison pour laquelle tu as monté ta nouvelle boîte il y a quelques mois qui s'appelle Animage. Animage, c'est aussi la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui tous ensemble. C'est parce que Daphne a la chance de soutenir cette nouvelle aventure. Mais avant d'en parler un petit peu, je te propose de remonter le temps pour comprendre l'entrepreneur et la personne que tu es. Wow. Avec cette première question, peux-tu nous parler de toi, enfant, adolescent? Quels étaient tes rêves et ambitions? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Écoute, c'est un vaste programme. Quand j'étais... Moi, en vrai, j'étais pas passionnant comme enfant déjà. Hein. Je pense que tout le monde s'invente des vies en disant que c'était un génie ou je sais pas quoi, ou qu'ils avaient rêvé d'être astronaute ou je sais pas quoi. Bon, moi, ce que j'adorais faire, c'était faire des châteaux de sable quand j'étais à la plage, faire un trou qui était le plus gros du monde et le plus profond du monde pour aller voir ce que ça donnait en Australie. J'ai jamais réussi à aller. Mais dans mes souvenirs, j'avais souvenir d'être assez loin, hein, d'être au moins à 10 mètres 10 mètres de profondeur. Quand j'en parle à mes parents, ils me disent qu'on était à peine à 30 cm. Mais tout ça pour dire que j'étais le genre d'enfant qui vous emmerde à la plage en faisant des châteaux un peu partout. Et après, tu as grandi. Tu as arrêté de faire des châteaux? Non, malheureusement non, mais j'en fais pour mes enfants et donc du coup ça passe mieux parce que en faire tout seul quand t'as 30 ans sur la plage, on te regarde bizarrement. Tu peux nous parler un peu de ton parcours, quelles études tu as fait, etc. Qu'est-ce qui t'a mené à l'envie d'entreprendre? Ouais, j'ai fait un parcours assez classique, j'ai fait une école d'ingé à Centrale et en fait assez vite j'avais envie d'entreprendre. J'ai eu la chance de faire un stage chez The Family au tout début de l'écosystème naissant
en France en 2014. Donc rien à voir par rapport à aujourd'hui. Mais c'était le début d'un bouillonnement. Il se passait un truc quoi, en France. Et j'ai pu côtoyer plein d'entrepreneurs qui venaient d'un peu partout. Et c'était la première fois qu'on parlait d'ambition sur la scène entrepreneuriale française. Et j'ai adoré. Et j'ai adoré ce moment-là. J'ai adoré côtoyer des entrepreneurs. Et j'ai senti que, un, c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et deux, que en fait, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir 15 ans, 20 ans ou 30 ans de parcours pour pouvoir lancer sa boîte. Ce qui paraît un peu évident aujourd'hui, ce qui en 2014 l'était moins, ce qui a 10 ou 15 ans l'était beaucoup moins. C'est-à-dire que quand tu rentres en école d'ingé, tu es formaté à faire un boulot d'ingénieur, un boulot de financier ou finir en boîte de conseil pour pouvoir apprendre sur le tas, quoi. Et j'ai adoré ce moment-là. Et j'ai fini mon stage en disant, OK, en fait, j'ai envie d'entreprendre et j'ai envie d'entreprendre maintenant. Et 6 mois après, j'ai cofondé Nestor. Et tu dis que Central t'as pas poussé vers l'entrepreneuriat parce que on embrasse Alban et Max qui étaient dans ta promo. Et votre promo de Central a pas mal bénéficié à l'écosystème tech français. Mais c'est parce que c'est votre groupe de potes où vous êtes dirigé, peut-être que vous n'étiez pas pour ça parce que vous aviez tous une âme d'entrepreneur. Ouais. Je sais pas si, tu vois, je pense que maintenant Central a pas mal évolué, tu vois. À l'époque, je pense que l'entrepreneuriat était assez peu connu, tu vois, dans le système scolaire et dans le cursus d'ingénieur. Un exemple, quand moi je suis revenu, donc j'ai lancé ça entre ma deuxième année et ma troisième année à Central, Nestor. Je suis revenu à ma troisième année pour aller voir le directeur de Central et je lui ai dit, écoutez, j'ai un problème. Vous allez rire, mais je vais pas faire ma troisième année. Bon, il a pas ri. Et donc j'ai essayé de négocier pour lui dire qu'en fait j'avais déjà une boîte, qu'ils faisaient des chiffres d'affaires, j'avais déjà une quinzaine d'employés, je venais de faire une levée de fonds, etc. Et il y a eu du temps, et au final d'ailleurs je les remercie parce que ils ont été plutôt bon. Ils n'ont pas pris de décision, ils m'ont juste dit écoute, tu nous emmerdes, tu négocies avec chacun des profs, nous on ne veut pas t'entendre parler. Si tes profs te disent oui, on te le valide, etc. Et je salue effectivement mes potes de Centrale, dont Guillaume Linet, d'avoir signé à ma place pour un certain nombre de cours et de m'avoir aidé à avoir validé ce point-là. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un esprit entrepreneurial à Centrale. Est-ce qu'il était favorisé par les cours? C'est sûr que non. Est-ce qu'il était favorisé par le fait qu'il y avait tu vois, une vie de campus tu vois, qui poussait à créer des choses? Je pense, ouais. Je pense que tout le monde connaît Nestor, donc on n'a pas besoin d'y revenir, mais peut-être, bon, si tu peux le pitcher en 2 secondes éventuellement pour ceux qui ne connaîtraient pas, et peut-être nous dire quel était le contexte un peu à l'époque, parce qu'aujourd'hui on connaît tous Deliveroo, Uber Eats, etc. Ouais. Mais à l'époque c'était peut-être pas le cas. C'était pas du tout le cas. À l'époque, quand on a lancé Nestor, Deliveroo venait de se lancer sur le marché en France. Uber Eats n'existait même pas en mondial, tu vois. Et en fait, ce que tu te faisais livrer chez toi, c'était des pizzas ou des sushis. Ça paraît absurde aujourd'hui, mais c'était le cas, tu vois. Et donc, quand on a lancé Nestor, le pitch était simple, c'était de se dire, mais pourquoi est-ce que on peut pas réussir à apporter le meilleur de la restauration. On est un pays de la gastronomie, tu vois. Et comment est-ce qu'on ne peut pas apporter ce meilleur de la restauration au bureau où tous les jours tu t'emmerdes à récupérer tu vois, un sandwich triangle pour 15 balles lorsque tu habites à Paris. Et donc c'est vraiment le pitch de Nestor qui est de dire comment est-ce qu'on va faire pour livrer en 20 minutes un plat chaud qui va être un menu du jour. C'est le même principe que le bistrot du coin, mais complètement digitalisé et 100% en livraison. Et donc c'est ce qu'on a fait en lançant ça en avril 2015. Et en fait, de fil en aiguille, ça a pris de l'ampleur. Il se trouve que beaucoup d'autres acteurs se sont lancés, en fait, peu ou prou au même moment, enfin, sans même qu'on se concerte, mais tout le monde s'est lancé au même moment. Et en fait, le marché de la food tech a explosé en l'espace de quelques mois. C'était assez hallucinant. Et on imagine qu'il y avait pas mal de challenges au début, notamment logistique avec la livraison à gérer peut-être par vous au début avec Benoît et Joseph, tes cofondateurs. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter quelques galères? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, que tu ferais différemment aujourd'hui? Bah, c'est facile avec le recul de dire ouais, je ferais ça différemment. Évidemment que quand tu refais le match, tu le gagnes forcément. La réalité, c'est que j'avais 21 ans lorsque j'avais lancé la boîte. J'étais en train, enfin toi, j'avais même pas fini mes cours. J'étais un bisu, quoi. Donc j'ai appris j'ai appris plein de choses sur le tas. Et clairement, des conneries, je pense qu'une heure ne suffirait pas pour les lister.
Mais toi, c'était des bonnes conneries qui, je pense, ont fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Pour revenir sur les galères de livraison, bah, au début, on avait, tu vois, le modèle de livraison n'existait pas. Tu n'avais pas tous les algos qui existaient, etc. Donc tout était fait à la main. La manière dont ça fonctionnait au départ, c'est qu'on avait une cuisine, on avait en théorie un chef qui faisait la cuisine, sauf quand il faisait la gueule, et donc on se retrouvait au fourneau. Et après, pour livrer, bah, moi, je n'avais pas mon permis. Je suis pas un grand sportif, donc je faisais pas du vélo, et donc je faisais les livraisons à métro, quoi. On était à Châtelet, on prenait la ligne 1 et puis on allait livrer jusqu'à Georges V en métro. Ça puait la bouffe dans le métro, dans notre sac de livraison, mais au moins ça arrivait chaud. Et juste pour revenir un tout petit peu avant, sur tes avis d'entreprendre, tu as 21 ans, tu es encore en cours. Comment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer sur un sujet aussi compliqué que la bouffe et deux, la livraison. En gros, tu prends deux sujets très complexes et tu t'es dit, tiens, je vais en faire un seul. En fait, c'est que je savais pas que c'était complexe, sinon je l'aurais pas fait. Moi, je me suis dit, tiens, la bouffe, c'est simple. Je fais ça tu vois, je fais ça le soir, le midi. Tu prends une casserole, bam, bam, c'est bon. Livraison, il suffit de faire du vélo. Allez, roule ma poule, tu vois. Et c'est après avoir lancé Nestor que je me suis rendu compte que j'avais effectivement rajouté les deux métiers avec le plus d'emmerde possible, quoi. Donc, si je l'avais su avant, est-ce que je l'aurais fait? J'en sais rien. Mais je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir trop réfléchi. En fait, sinon, je pense que j'aurais jamais lancé ma boîte, tu vois. Et sur l'idéation, tu t'es juste dit, ok, j'ai envie d'entreprendre après The Family. Et c'est vrai que en termes de culture entrepreneuriale dans l'écosystème français, ils ont fait énorme. Ils t'ont donné envie d'entreprendre et tu t'es dit, faut que je trouve une idée. Ouais. T'avais pas un problème où tu t'es dit, ah là là, franchement, c'est chiant. Je vais faire un truc pour résoudre ce problème. Tu t'es dit, j'ai envie d'être entreprendre. Où est-ce que je peux aller? Bon, tu vois, le problème, c'était de dire, écoute, moi j'aime bien cuisiner, mais je préfère quand c'est les autres qui le font. Je suis plutôt gourmand, tchac, ça coche toutes les cases et on y va. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à The Family, il y avait une boîte qui s'appelait Toc Toc Toc. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent encore aujourd'hui, mais c'est l'ancêtre de Deliveroo. Ancêtre. C'est pas le bon mot, ils existaient 2 ans avant Deliveroo. C'était exactement le même modèle. Et en fait, moi, pendant 4 mois, j'étais en discussion régulière avec Serge, le cofondateur et CEO de Toc Toc Toc, et donc j'ai compris le modèle de la livraison et ce qui était en train de se passer sur, tu vois, la livraison telle qu'on connaît avec des auto-entrepreneurs. C'était les premiers à le faire. Et donc je me suis dit, mais attends, lui il le fait avec des auto-entrepreneurs et puis il livre des fast-food. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose où on internalise tout, quoi? Et au moins, on choisit exactement le type de bouffe qu'on va être capable de proposer. On va être capable de maximiser nos marges parce qu'on gère tout de A à Z, etc., etc. Donc la réalité, c'est que c'est parti de ce constat-là que j'avais vu, qui était de dire qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger sur le marché, sur la partie de la livraison. Le pain point, il est assez simple. C'est un pain point que tout le monde connaît. Tu vois, celui du fait que quand tu sors aujourd'hui à l'heure du déjeuner, ou en tout cas à l'époque en 2015, tu savais juste pas où est-ce que tu devais aller, parce que tu avais le choix entre Cogent, Paul, ou des restaurants avec le menu du jour entre 15 et 25 balles. Tu vois. Et donc, le pain point, il est connu. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à le faire jusqu'à présent? Parce que les modèles de livraison n'étaient pas aussi performants qu'aujourd'hui, et que le monde n'était pas... Tu vois, et que le fait qu'on décide de commander des repas sur Internet, c'était aussi un shift dans la consommation des personnes qui étaient pas encore, enfin qui en étaient au tout début, tu vois. Et Toc 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 faisait partie de ces évangélistes de la première heure, en train de dire regardez, achetez sur Toc Toc Toc, etc. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et après, effectivement, j'ai rajouté cette brique-là. Je me suis rendu compte que ça avait l'air de répondre à un besoin. Et je pense que la meilleure manière de le faire, l'avantage avec ces modèles-là, c'est que tu n'as pas besoin de grand-chose pour le tester, quoi. Et donc, à partir du moment où je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, j'ai voulu confronter mon idée très rapidement sur le marché. La meilleure manière de le confronter sur le marché, j'avais pris un Typeform. Non, j'avais fait pire, en fait. Enfin, pire. J'avais fait, en tout cas, plus rapide. J'étais à la sortie de Saint-Paul, juste à côté.
Et en fait, j'alpaguais les gens dans la rue, je dis ouais, est-ce que vous avez faim? Ils disaient ouais, t'es qui toi? Je dis je vous offre un repas pour 15 balles, etc. Est-ce que vous le voulez? Et bon, c'était un peu compliqué, ils comprenaient pas pourquoi il y avait un jeune de 21 ans qui leur sautait dessus pour pouvoir leur vendre un repas de 15 euros. Ils me disaient mais t'es où? Je leur disais je suis à un endroit mais je peux pas te montrer, c'est une cuisine fantôme. Il dit mais est-ce que t'as un website? Je dis j'ai pas de website. Est-ce que t'as une carte de visite? Je lui sortais ma carte d'étudiant. Donc c'était un peu complexe, mais malgré tout, au bout de 2 heures, j'arrivais à vendre des repas. Surtout, le plus intéressant, c'est quand je les vendais et que je gardais le numéro de téléphone et que j'appelais le gars après, il me disait mais j'ai adoré le repas, vas-y. Et il y avait une vraie récurrence sur le sujet. Et donc de fil en aiguille, je me suis dit ok, on va continuer, là-dessus. Mais j'étais pas encore sur est-ce que c'est le déjeuner, le dîner, etc., etc. Et puis j'ai récupéré, c'était au moment où LinkedIn avait une politique de confidentialité qui était différente et donc on pouvait avoir accès aux adresses email relativement facilement. Et donc j'ai récupéré une base de mails, j'ai envoyé des emails, j'ai fait un A/B test en disant voilà, Nestor, 15 euros le midi, Nestor, 15 euros le soir. Et à partir de là, j'ai vu qu'il y avait juste, je crois que c'était 4 à 5 fois plus de demandes sur le midi que sur le soir. Et donc j'ai shifté sur le midi, je me suis concentré à 100%, j'ai regardé sur LinkedIn où est-ce qu'il y avait le plus d'entreprises par arrondissement. J'ai vu que c'était le 8e arrondissement et je me suis concentré sur un quartier du 8e arrondissement qui commençait à Charles de Gaulle Étoile, qui finissait au bout de l'avenue Hoche, quoi, grosso modo, et ça faisait une sorte de cercle à ce niveau-là. Et pendant 6 mois, on a bastonné cette zone. Et quand je dis bastonné, c'est-à-dire que les gens n'en pouvaient plus, quoi. On leur distribuait des tracts, des emails, on les appelait, on allait toquer à la porte des bureaux pour pouvoir... il y avait même un moment où nos livreurs, on les avait formés pour être des vendeurs. Ils arrivaient avec leur sac, ils arrivaient dans l'accueil, ils arrivaient à négocier un peu avec l'assistant ou l'assistante de l'accueil pour pouvoir monter à l'étage. Ils montaient à l'étage et au niveau de l'open space, allez c'est bon, j'ai 10 repas dans mon sac, qui prend? Premier arrivé, premier servi. Et ça fonctionnait, quoi. Mais c'était le début de la food delivery. Et ça nous a permis en fait, de valider le fait qu'il y avait une vraie traction, une vraie demande. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se professionnaliser, une vraie cuisine, un vrai site, parce qu'à ce moment-là, on était encore sous Typeform plus Shopify ou un truc du genre. Qu'on a commencé à avoir une flotte de livreurs, parce que globalement, nos potes, ils étaient contents de nous aider pendant 4 mois. À un moment, ils nous ont dit, écoute, t'es marrant, mais on va pas faire la moitié de ton business toute ta vie, quoi. Et qu'on a créé le modèle. Attends, au début, t'avais bien un chef quand même, rassure-moi. Au début, j'avais un chef. J'en avais plusieurs. Non, j'avais un chef. J'en avais un. On changeait régulièrement de chef qui travaillait qui travaillait, tu vois, en extra chez nous. Il travaillait dans un restaurant, puis après il travaillait le soir ou le matin chez nous. Pendant les 6 premiers mois dont je te parle, on n'avait pas de chef, tu vois, qui était élu avec un domicile fixe, on va dire, quoi. Tu vois, ça changeait régulièrement, quoi. Et c'était un peu instable, tu vois. Il y a notamment un jour où il y a une chef qui, tu vois, tous les jours à 10h, on goûtait tout, quoi. Entrée, plat, dessert, bam, bam. Et à un moment, la chef arrive, elle nous fait goûter une tarte au citron. Et vraiment, j'ai pris la tarte. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, ça. On peut pas... Moi, tu me donnes ça en tant que client, je t'insulte. Et je pense que les gens qui sont dans le 8e arrondissement, ils vont nous insulter. Enfin, moi, je suis pas fier de ce que je sors. Donc, on reprend la tarte au citron. Je pense que je l'ai dit avec un peu moins de finesse. Elle l'a très T'es mal... pas très fin, là, déjà. Hein. Ah ouais? Merde. Bon, en tout cas... Je t'insulte. En tout cas, elle l'a très mal pris. Et puis, elle est partie. Elle partait régulièrement. Sauf qu'elle est jamais revenue. Et donc là, il est 10h du matin. T'as comme ça, t'as la cuisine, t'as ton plat qui est sur le feu, t'as ta tarte au citron qui est ratée, et ton entrée qui était bien. Tu dis, merde, qu'est-ce que je fais? Et là, tu prends ton téléphone, t'appelles tout le monde, tu leur fais « J'ai besoin d'aide, les gars, donc venez !» Et pendant 2 semaines, on a fait la cuisine, mais tous les jours, jusqu'à ce qu'on trouve un autre chef. Et après, on s'est dit « Bon, ça suffit les conneries, les chefs qui changent tous les 3 jours, on arrête. » Et on a eu la chance de rencontrer un chef, Julien Jarige, qui sortait de Ferrandi, qui avait fait des très belles maisons, etc. Et qui était devenu notre premier chef chez Nestor. Et ça a duré combien de temps, Nestor ? 2015 jusqu'à 2021. Ouais, c'est ça. Donc 6 ans. Et ces 6 ans, t'en ressors quoi aujourd'hui ? Putain, honnêtement, c'était à refaire, je le referais, tu vois. Je le referais différemment, évidemment, tu vois. Mais je regrette rien.
c'est 6 ans où tu comprends pas ce qui se passe tu vois, pendant que tu vis la chose, quoi. C'est tellement violent. Enfin, c'était sur en plus, le modèle de la food delivery, c'était un marché, mais qui était d'une violence. Tous les jours, tu avais un nouvel acteur qui arrivait. Tu n'avais pas de barrière à l'entrée. Donc tout le monde arrivait, dépenser des millions en marketing, et toi, tu arrivais, tu étais le petit pousset. Enfin, c'était dur, tu vois. Et on parle, comme tu l'as dit, on parle de la bouffe et de la livraison, les deux pires métiers du monde, quoi. Mais la réalité, c'est que c'était grisant, c'était passionnant, c'était excitant. Et moi, j'en ressors avec, tu vois, une meilleure compréhension maintenant de comment est-ce que je dois gérer mon business, monter une équipe, la manager, se focaliser sur les choses. Tu vois, on a fait plein de conneries chez Nestor qui m'ont vacciné, ou en tout cas qui m'ont aidé dans la capacité à designer les modèles d'animage. Première chose, lorsque j'ai réfléchi à Animage, je me suis dit, mais plus jamais, je ne ferai de la cuisine. Bon, ça tombe bien, Animage, c'était pas de la cuisine. Mais plus jamais, je ne souhaite tout internaliser. C'est beau sur le papier, c'est une connerie dans la réalité. Parce que t'es juste pas focus. Et en fait, soit t'es bon en cuisine, soit t'es bon en livraison. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que tu vois, pour Animage, on fait le choix de se focaliser sur la créativité, sur la distribution, la fabrication des dessins animés. Elle n'est pas internalisée. On travaille avec des studios d'animation chez qui on implémente nos outils technologiques. Tu vois. Mais du coup, tu vois, on a fait le choix de dire, OK, il y a des points où pour la scalabilité du business, pour qu'on puisse apporter un maximum de valeur sur là où on doit en apporter, il faut qu'on fasse le choix de qu'est-ce qui doit être internalisé, de qu'est-ce qui doit être externalisé. Deuxième gros learning, fais un business qui gagne du fric. Tu vois, c'est la food delivery. La réalité, c'est que le modèle, c'était un modèle qui était compliqué. Et dès que tu commençais à rajouter des coûts marketing, c'était un modèle qui ne tenait pas la route. Et il a tenu la route pendant quelques années chez Nestor, jusqu'au moment où on a mis le doigt dans l'engrenage des coupons et des coupons tu vois, des coupons à gogo pour pouvoir diminuer les prix. Et en fait, là, tu rentres dans une guerre de prix et évidemment que tu dégrades très fortement ta marge, voire elle n'existe plus. Tu vois. Et donc, pour moi, c'était presque un traumatisme. Tu vois, me dire, mais ma prochaine boîte, je veux qu'elle soit rentable. Mais plus que le fait qu'elle soit rentable, je m'assurais que le business va être sain, qu'importe s'il y ait 15 acteurs sur le terrain en face de moi. Quoi. Et je veux un business qui puisse exister dans les 20, dans les 100 prochaines années. Et du coup, tu as fait une transition vers Animage, mais tu ne nous as pas dit exactement, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux dire la mission et ce que vous proposez ? Ouais. Donc, Animage, nous, on produit des dessins animés pour enfants. On essaye de produire les meilleurs contenus pour vos enfants, pour nos enfants, qui vont les aider à nourrir leur imaginaire. Parce que je suis persuadé que c'est en nourrissant ton imaginaire au plus jeune âge que tu vas construire l'homme que tu vas devenir. Concrètement, ce qu'on fait chez Animage, c'est que on va racheter les plus belles propriétés intellectuelles du monde, donc les plus beaux shows qui existent. Pense à tout ce que tu kiffais quand tu étais petit, tu vois, même aujourd'hui. Tu vois. Et ben en fait, on va essayer de les retrouver, on va les racheter, on va les fédérer et on va essayer de les scaler pour en faire des franchises mondiales. Le point derrière Animage, c'est de se dire que c'est pas normal, que ça fait maintenant plus de 30 ans que le marché est trusté par des médias américains et par des majors américains. On n'a qu'une voix qui est portée aujourd'hui dans ce marché-là. Et c'est pas sain en termes de diversité de contenu, et c'est pas sain en termes d'équilibre, de culture. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on pense que il y a des choses qui sont passionnantes, qui mériteraient d'être entendues. Pocoyo, c'est le meilleur exemple. Le monde mériterait de connaître Pocoyo. Parce que Pocoyo apporte des valeurs intrinsèques qui sont différentes de ce que tu peux retrouver chez les majors américains et qui font partie de la culture espagnole. Quand tu regardes Pocoyo, tu comprends la culture espagnole. Tu vois. Et le point, c'est que en reprenant ces propriétés, en les fédérant et en apportant une approche qui soit digital first, c'est-à-dire en commençant sur YouTube, parce que c'est là où sont les enfants, en faisant scaler et
exporter ce show et ce contenu et cette propriété sur tous les types de formats que tu peux connaître, partout où les enfants sont, notre marque sera. On est capable de pouvoir, si tu veux, créer une sorte de contrepoids aux majors américains. Et nous, ce qui nous fait rêver, ce qui nous excite aujourd'hui chez Animage, c'est de se dire qu'on est probablement à un des meilleurs moments pour pouvoir construire un leader qui, pour une fois, ne viendrait pas des États-Unis. Et tu disais Pocoyo en Espagne, 98% des enfants le connaissent. Ouais, 98% des enfants connaissent Pocoyo en Espagne. Ils sont 98% des enfants à le connaître au Mexique. C'est hallucinant, tu vois. C'est devant pas de patrouille. Et pour autant, tu vois, c'est relativement peu connu en France. Il y a encore plein de choses à faire dans d'autres territoires. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est comment ça se fait que ce show qui fait partie de la culture espagnole n'a pas réussi à traverser les frontières. La réalité, c'est qu'elle n'a pas réussi à traverser les frontières parce qu'elle était entre les mains d'indépendants et qu'aujourd'hui, si tu es un indépendant, tu n'es pas capable d'avoir les ressources financières, d'avoir la taille, d'avoir les capacités de distribution, d'avoir les capacités de production pour pouvoir faire en sorte que ta propriété, ton œuvre, elle soit connue de tous. Tu aurais l'équivalent français pour que ceux qui nous écoutent comprennent un peu ce qu'est Pocoyo pour les hispanophones? Moi, tu vois, je dirais c'est l'équivalent d'Astérix, tu vois. C'est l'équivalent de Babar, c'est l'équivalent de Paddington au UK. C'est une propriété qui est profondément ancrée dans la culture espagnole. Si vous connaissez des gens qui vivent en Espagne, vous leur parlez de Pocoyo, vous verrez, ils vous répondront par une petite danse. Ça paraîtra bizarre, mais c'est la danse de Pocoyo. Et tu disais, donc Pocoyo, c'est une propriété intellectuelle que vous avez rachetée récemment. Vous en avez 2 autres. Ouais. Donc on a racheté effectivement 3 propriétés. A-Kids, qui est le plus gros réseau de comptines pour enfants en Europe. Ils ont grosso modo tout le catalogue de comptines pour enfants traditionnels que tu puisses connaître en France, dans les pays nordiques ou dans les pays d'Europe de l'Est. Derrière, c'est A-Kids. Le but, c'est d'en faire une franchise multigénérationnelle musicale. Et d'aller au-delà des comptines traditionnelles. Tu vois, la comptine traditionnelle, c'est ce qui permet de faire le pont entre les parents et l'enfant. C'est des choses c'est une sorte de lien, tu vois, multigénérationnel. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut, avec iKids, aller plus loin que ça et proposer des chansons, des histoires chantantes qui vont être capables de continuer, de faire grandir l'enfant et de pouvoir faire ce lien avec les parents. Et le troisième, c'est Kidibli. Qui est encore aujourd'hui la plus grosse chaîne YouTube en Allemagne, avec plus de 6 milliards de vues par an. Anciennement appelé Kinderspielzeugkanal. C'était un play un peu particulier avec Kidibli et dont on est très fiers. C'était une ancienne chaîne d'unboxing vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos d'unboxing, c'est des vidéos où il y a quelqu'un qui se filme en train de jouer avec des Playmobil ou des Lego. Concrètement, c'est le type de contenu contre lequel on se bat chez Animage. C'est des contenus qui sont cheap, qui sont peu qualitatifs et qui n'apportent rien à l'enfant, mais qui pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La première chose qu'on a fait en rachetant Kidibli, c'est qu'on a supprimé la production de ce genre de contenu et on l'a transformé en un mini C'est pas sorcier pour des enfants de 4 à 8 ans. Et ce qu'on a permis de faire, c'est que les 50 millions d'abonnés qui regardaient de la merde avant sur Kidibli, en fait, on est capable d'élever le débat et de leur permettre de pouvoir regarder aujourd'hui des contenus ludo-éducatifs pour les enfants. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ces contenus performent mieux qu'avant. Parce que si on est capable de pouvoir apporter de la qualité, à la fin, le reste suit. Et comment tu conjugues le monde des créas et la tech, l'IA? C'est 2 mondes très différents. Mais je pense qu'aujourd'hui, la tech, et en particulier l'IA, c'est une opportunité incroyable qui est donnée aux créatifs pour pouvoir faire scaler leur œuvre. Tu vois, si tu prends ce qui s'est passé, dans l'histoire de l'art, tu vois, il y a toujours eu ce questionnement de la part du créatif de comment je vais réussir à magnifier mon œuvre et comment faire en sorte que l'œuvre que je suis en train de créer puisse être scalable. C'est l'histoire de l'imprimerie, c'est l'histoire tu vois, de Michel-Ange qui va avoir une école dans laquelle des élèves vont travailler pour lui pour pouvoir réussir à peindre avec le style de Michel-Ange qui va ensuite signer.
C'est le cas de la du cinéma parlant. Enfin, voilà, à chaque fois, la technologie, lorsqu'elle a été bien adoptée, bien construite, bien conçue, elle est là pour pouvoir élever le niveau pour l'artiste. Et donc aujourd'hui, on est à un moment où on a un point de bascule avec l'IA. C'est-à-dire que le marché de l'animation n'a pas bougé depuis la dernière révolution qui était l'arrivée de Pixar. Donc ça fait 30 ans qu'on produit exactement de la même manière. Et qu'on distribue, by the way, de la même manière. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est en train de rabattre complètement les cartes. Donc aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on se dit que l'IA est un danger énorme et on fait tout pour ne pas le mettre en place. Soit on pense qu'au contraire, l'IA est une opportunité qui nous est donnée pour pouvoir justement faire en sorte d'élever le niveau sur des plateformes digitales. Parce que si tu regardes aujourd'hui YouTube, bah, il n'y avait pas besoin d'avoir de l'IA pour avoir des contenus de merde. Les contenus étaient nuls parce que les seuls contenus qui étaient rentables et qui fonctionnaient sur YouTube, c'était des contenus qui étaient pauvres en qualité, c'était de l'unboxing vidéo, c'était des contenus qui ressemblaient à rien. Avec l'IA, tu es capable de pouvoir élever le niveau sur YouTube parce que tu es capable, en réduisant les coûts de production, en réduisant les temps de production, de faire en sorte que ton Pocoyo ou tes IP qu'on avait évoqués tout à l'heure, Astérix, Babar, etc., qui aujourd'hui ont un modèle économique qui est incompatible avec le modèle économique de YouTube, parce que les coûts de production sont trop longs, on parle de 4 à 5 ans pour produire un dessin animé, parce que les coûts de production sont trop chers, on parle de plusieurs millions, voire dizaines de millions, voire centaines de millions pour produire un contenu animé. Juste là-dessus, Pixar, c'est combien la minute ? C'est 1,5 million la minute. Alors évidemment, Pixar, c'est le top du top, tu vois. Mais ça montre bien en fait que le modèle traditionnel, il est cassé, il fonctionne pas dans l'économie du digital. Et donc soit tu dis, je refuse de prendre de l'IA, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu acceptes de laisser pulluler des contenus de merde sur le digital, et donc tu acceptes que tes enfants, que mes enfants regardent de la merde tous les jours sur YouTube. Soit tu as quelque chose qui est t'as une manière qui est différente de voir les choses et qui est de dire que pour que nos enfants puissent regarder des contenus qualitatifs sur YouTube, qui est devenu la première écran des enfants, tu puisses mettre au service du créatif de la technologie qui permet simplement en fait d'exister dans le monde d'aujourd'hui. Si le créatif n'a pas ces outils, il n'existera pas dans le monde d'aujourd'hui. Donc le but, c'est pas de réduire les coûts, mais c'est d'augmenter la production. C'est d'augmenter c'est d'améliorer la qualité des contenus. Et c'est vraiment ce qu'on fait à chaque fois. Tu vois, là, on est en train de reprendre tous les contenus sur Ekit. Et donc, à la fois, ça nous permet d'augmenter le nombre de contenus qu'on va produire. Et donc, de pouvoir avoir 2 lignes de contenus différentes, des contenus optimisés pour YouTube, des contenus optimisés pour les plateformes de streaming et pour les chaînes de télé. Parce que moi, je pense que c'est une connerie de dire que tu vas regarder la même chose quand tu es sur YouTube que sur Netflix. C'est faux. De même que tu ne regardes pas la même chose quand tu es sur TikTok, sur Facebook ou sur Netflix. Ce n'est pas les mêmes moments de consommation. Et donc, c'est juste une hérésie de prendre les mêmes contenus et de le repackager. Et by the way, c'est prendre des gens pour des cons parce que s'il l'a vu à un endroit et que tu le remets à un autre endroit, en fait, il s'en rend compte assez vite. Ça doit être un enfant de 5 ans, il percute, tu vois. Donc, plutôt que de faire ça, tu crées des lignes de contenu qui sont différentes, qui vont enrichir l'univers, qui vont être designées pour chacune des plateformes. Et donc, c'est ce que permet l'IA. Tu augmentes le nombre de contenus et tu augmentes la qualité du contenu parce que tout ce qu'on gagne en coût, ça va pas dans notre poche. C'est pas le but. De toute façon, les IP qui sont nés sur le digital, elles sont rentables. Donc, ce n'est pas 15% de marge qui va faire la différence. En revanche, ces 15% de marge, ces 20% de marge, ces 30% de marge qu'on gagne, on les réinjecte directement dans la qualité. Parce que ce qui m'intéresse et ce sur quoi je suis complètement obsédé, c'est le fait de pouvoir faire des contenus qui vont exister dans les 20, dans les 50, dans les 100 prochaines années. Et ça, tu le feras en faisant de la qualité et tu ne le feras pas en faisant des vidéos d'unboxing. C'est bien parce que tu as l'air autant passionné par livrer des déjeuners dans les entreprises du 8e arrondissement que de faire rayonner la culture espagnole chez tous les enfants du monde et bientôt la culture allemande. C'est quoi du coup ce qui te motive le plus dans l'entrepreneuriat ? Ce qui me motive le plus, c'est le fait de construire quelque chose et le fait de construire quelque chose qui sera durable et qui aura un impact sur la vie des gens. Le mot impact a souvent été galvaudé.
en partant du principe que l'impact devait être lié à l'écologie ou que devait être lié, tu vois. Pour moi, évidemment que ça comprend ça, mais tu peux avoir un impact positif dans la vie des gens sans pour autant, tu vois, être dans la green tech. Et là aussi, tu vois, c'est aujourd'hui ce qui m'excite. C'est de me dire que ce que je fais, ce que je suis en train de bâtir, ce qu'on essaye de construire, ça a un impact sur des millions de personnes. Ça demande énormément de responsabilité, parce que ça veut dire que les contenus qu'on produit doivent être, tu vois, de bonne facture. Mais ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir à la fin mes enfants dire ah papa, j'ai adoré ce dessin animé de Pocoyo, ou est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, tu vois. C'est de voir les gens, tu vois, de même que pour Nestor, il y avait rien qui me rendait plus heureux que de voir les clients, tu vois, m'envoyer des messages, les voir en vrai, et de me dire que en fait, avec un repas, tu leur avais fait leur journée. Et vraiment, tu leur avais donné un smile dans leur journée. C'est important, tu vois. Et il n'y a pas de. Tu vois, et t'es pas obligé de faire quelque chose d'énorme pour avoir un gros impact dans la vie des gens. Et le point commun, tu vois, entre Nestor et Animage, c'est ça. C'est que c'est à chaque fois deux boîtes qui sont ancrées dans le quotidien des gens. Les dessins animés, c'est un moment qui est important pour un enfant. Tu vois, quand on était gamin, on attendait tous le samedi matin les shows qui passaient sur Gulli, TF1 ou France Télé. Tu vois. Tu me remets le générique de Tintin. Ah bah ouais, je suis encore comme un fou. Bah, c'est notre Madeleine de Proust. T'as fait une transition sur ma question de la fin qui est absolument parfaite. Quel était le dessin animé de ton enfance ? Je vais pas être très original. Moi, j'ai été biberonné au Roi Lion. J'ai adoré le Roi Lion. Je connais le Roi Lion par cœur. Je pouvais le voir mais des centaines de fois. Et je continue de le regarder, tu vois, avec mes... Enfin, je trouve ce dessin animé incroyable. Toy Story, j'ai adoré Toy Story. Magnifique. L'araignée, tu vois, la poupée araignée me faisait peur. J'en ai fait des cauchemars, je pense comme beaucoup d'enfants, mais j'en ai vraiment fait des cauchemars. Maintenant, je recommence à regarder Toy Story sans avoir peur la nuit. Mais Bravo. Mais ça a pris du temps. Paul, tu veux nous partager ton dessin animé d'enfance ? Ouais, moi, je pense que c'est Tintin. C'est Tintin parce qu'il y avait les cassettes chez les grands-parents et que c'était le seul moment où on avait le droit de regarder la télé quasiment toute la journée. Enfance très difficile, côté Paul. Tu veux nous dire un dernier petit truc, le mot de la fin, ou est-ce qu'on a fait le tour ? Non, écoute, je pense qu'on a pas mal évoqué les points. Je pense que, encore une fois, je voulais vraiment revenir sur ce point-là, mais il y a beaucoup de buzzwords autour d'IA, pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Il y a beaucoup de craintes autour de l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, on a les meilleurs talents du monde en Europe et en particulier en France. Et je pense que c'est la responsabilité des investisseurs, la responsabilité en fait, de toutes les parties prenantes de créer un cadre qui soit favorable aux boîtes qui vont intégrer de l'IA. Pour être très clair, nous aujourd'hui dans notre secteur, on se prend des remarques incendiaires de la part de nos pairs qui sont des acteurs traditionnels de l'animation en France parce qu'on utilise de l'IA, parce que soi-disant, on va détruire leur modèle. La réalité, c'est que le modèle traditionnel, il est déjà détruit, qu'ils le veuillent ou non. Et ils n'auront pas besoin de moi pour le détruire. En revanche, c'est comment est-ce que collectivement, avec chacun des acteurs indépendants, on est capable de pouvoir intégrer de l'IA, et c'est ce qu'on veut faire, parce qu'à chaque fois qu'on rachète une propriété intellectuelle, on ne donne pas juste un chèque et puis on lui dit ciao, on ne se revoit plus. En fait, c'est un partenariat avec l'ancien propriétaire de l'IP, donc de la propriété intellectuelle. Et on travaille ensemble, main dans la main. Zinkia, qui est l'ancien propriétaire de Pocoyo, on travaille ensemble main dans la main dans la fabrication et dans la production des nouveaux contenus. Ils ont des parts d'Animage aujourd'hui. Et c'est vraiment, tu vois, ce qu'on essaye de bâtir, c'est ce point-là. Et je pense que chacun des indépendants aujourd'hui dans l'industrie doit comprendre qu'on est à un moment où il faut au contraire réussir à se fédérer et à joindre nos forces si on veut réussir à exister dans le monde de demain face aux majors américains. Et t'as même le créateur originel de... Il est revenu. Il est revenu grâce à ça. Qui était parti. Il était parti en 2008, créateur originel de Pocoyo, un génie. Guillermo Carciacasi. Il a quitté le show, il a quitté Pocoyo en 2008. Et au final, je lui avais envoyé un LinkedIn au moment où on venait d'acquérir Pocoyo. On allait devant le notaire l'après-midi. Je lui ai dit, écoute, je vais chez le notaire cet après-midi. Viens, on se prend un café.
et j'ai envie que tu me racontes tout sur Pocoyo. J'ai tout envie de savoir. Et je me suis pris une masterclass sur la créativité. C'était un truc de dingo. Ça devait durer une demi-heure, ça a duré 3h30. Je crois qu'on a commencé au milieu d'après-midi, on a fini pour le dîner. Mais c'était incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que Guillermo allait être clé pour nous pour pouvoir réinventer la marque Pocoyo. Et la réalité, c'est que ce qui intéressait Guillermo, c'était pas juste de faire Pocoyo avec, tu vois, l'ancien modèle. Ce qui l'intéressait, c'était de dire comment ce que, tu vois, et lui, il travaille avec nos techs. Pour voir comment est-ce qu'on peut réussir à aller plus vite, comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte que Pocoyo puisse exister dans le monde de demain. Et il y a encore plus de créativité finalement. Mais grave, tu vois, et je te dis, Guillermo, là on travaille sur un autre modèle IA qu'on va dévoiler dans les prochains mois, et Guillermo travaille main dans la main avec nos créatifs, et quand avec nos techs, et quand nos techs disent bah attends, on préfère ci, il est comme un dingue. Il dit mais waouh, mais moi aussi je veux ça. Si vous me faites ça, je vous offre une bouteille de champagne, etc. Mais parce que en fait, les bons créatifs, les très bons créatifs, ils comprennent que l'IA est une chance et pas une menace. Du coup, tu as forcément une position sur la grève d'Hollywood là, qui a duré toute l'année 2023. Ouais, j'ai une position. Tu l'entends, j'imagine. Bah, non, mais ouais, c'est quoi ton avis là-dessus? Non, c'est bon, next. C'était un débat de société. Et non. toi, t'es en plein dedans. T'as des remarques là-dessus. Ouais. Moi, alors, pour être très clair, je comprends cette grève. Et je comprends, tu vois, les inquiétudes. Je pense juste que aujourd'hui, le débat est devenu complètement bipolaire, complètement passionnel. Il n'y a plus aucune rationalité dans le sujet. Et vraiment. Je sais pas si vous avez vu, tu vois, vous avez vu le film Babylone? Ouais. C'est exactement la même chose, si tu veux, lorsqu'on est passé au parlant. Oui, il y a des métiers qui vont changer, et qui vont changer durablement. La question, c'est que tu veux faire quoi? Tu veux tout supprimer, et puis on garde les métiers tels qu'ils étaient avant? Ils vont changer, mais ils vont pas être supprimés. Ils vont être changés pour faire quelque chose de mieux, de différent. En tout cas, de différent. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner tu vois, le secteur aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce secteur tende vers quelque chose de plus qualitatif. Donc moi, ma position, elle est de dire qu'il faut dépassionner le débat, qu'il faut se poser sur les points positifs, les points négatifs et sur les risques. Il y a des risques dans l'IA. Il y a des risques de pouvoir... tu vois, il y a des zones d'ombre juridiques sur l'entraînement des données, sur les droits d'auteur. On parlait de dubbing tout à l'heure. Il y a des zones d'ombre. Moi, je suis partisan, tu vois, qu'on arrive à trouver une solution juridique à ça. Mais la solution juridique, ça va pas être de dire on doit supprimer l'IA. Parce que de toute façon, si nous on le fait, si nous on pose cette position juridique en France, il y aura un pays qui le fera. Et à la fin, et ça se passera comme à chaque fois, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et puis il y aura d'autres acteurs qui seront devenus très gros parce qu'ils auront eu le temps d'innover. Alors que nous, la seule chose qu'on aura fait, ça aurait été de bâtir des barrières, de bâtir des frontières qui vont être submergées par la vague technologique. Une citation, tu cherchais une citation tout à l'heure peut-être, pour finir, qui est, je l'espère, plus du tout vraie et qui date d'il y a 10 ou 15 ans, qui était je crois la patronne de Eni, l'énergéticien italien, qui disait quand il y a une innovation, les Américains en font un business, les Chinois la copient et les Européens la réglementent. Ouais. Je pense que ça a changé et Animage va en être la preuve. On espère. Très belle fin. Merci beaucoup. Merci Six c'était super pour ton sympa. temps. Merci et Six. pour ton partage. On invite tous les auditeurs à regarder Pocoyo déjà s'ils veulent. Et puis sinon à partager le podcast autour d'eux pour prêcher la bonne parole. Merci pour tout. Ciao, ciao. Ciao. Salut.